leurs intérêts, ce n'est pas la démocratie au Rwanda, c'est un Rwanda qui leur permet d'accéder aux ressources de la RDC. C'est mon point de vue aujourd'hui à la veille de ce sommet du Shogun. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? C'est ça qui est étrange. C'est là que se trouve le poste frontalier congolais en face de celui ougandais. C'est là que le M23 est intouchable parce qu'il est adossé à un mur qui le soutient. Et ce mur, c'est l'Ouganda. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, tout ça est clair. Les Congolais ne sont pas des dupes comme on le pense. Hein. En plus, l'Ouganda a déjà des forces en RDC qui sont présentes en RDC. On n'a pas dit un mot sur ce que devenaient ces forces. Les militaires ougandais aujourd'hui présents en RDC deviennent quoi? Oui. Je me rappelle que lors de l'émission de la semaine passée, nous avions parlé du cheval de Troie. Exactement. Est-ce qu'ils vont rester en Ituri ou ailleurs pour soi-disant combattre les ADF? Est-ce qu'ils vont se joindre? Donc, il y aura un dédoublement ougandais dans cette région du Congo. D'une part, ceux qui sont venus combattre les ADF et de l'autre, ceux qui feront partie de la force de l'EAC. On voudrait vraiment, et là on va y revenir tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur, pour vraiment expliquer aux Congolais qui nous suivent. Je sais que la plupart des Congolais comprennent le français, c'est pourquoi j'ai voulu faire cette émission en langue française, pour qu'ils puissent vraiment comprendre qu'ils doivent faire attention, ne pas tomber dans le même piège que les Rwandais sont tombés en 1994. Je vais vous laisser écouter ce communiqué, et puis après, on va en profiter pour prendre un peu d'eau, et puis on reviendra après pour en parler. Bonsoir, très chers compatriotes. En ma qualité de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, j'ai l'honneur de pouvoir me présenter ce soir devant vous pour un message important. Celui-ci en rapport avec la situation d'insécurité advenue à l'est de notre pays, plus particulièrement dans la province du Nord Kivu, où le Rwanda, par le couvert du groupe armé terroriste M23, occupe quelques espaces de notre territoire. Cette situation a provoqué de l'émoi dans les chefs des citoyens congolais que nous sommes. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de pouvoir convoquer un Conseil supérieur de la défense. Vous le savez. Au jour d'aujourd'hui, il se pose un problème. Oui, je le sais. Les Congolais sont en colère. Les Congolais sont touchés dans leur amour propre. Parce qu'il y a un voisin qui a pris l'habitude de pouvoir nous attaquer, de pouvoir prendre nos espaces, de pouvoir permettre le pillage de nos ressources, de pouvoir voir des Congolais être tués sur
leur territoire. Vous avez raison. Nous avons raison. C'est pourquoi d'ailleurs qu'à l'issue du Conseil supérieur de la défense dont je faisais allusion tout à l'heure, le gouvernement de la République a dû pouvoir vous sensibiliser tous pour que nous puissions apporter tout notre soutien dans toute sa diversité à nos forces armées et à la police nationale congolaise, ainsi qu'à tous les services de renseignement, de manière à nous permettre de faire face et d'évacuer les Rwandais et le M23 de notre territoire. Que parallèlement à cela, nous puissions constater que dans certains territoires de notre pays, pour ne prendre que l'exemple de ce qui s'est passé à Kalima, dans le Maniema, où un citoyen, semble-t-il, congolais d'origine, a été prise par la population, lynché, conduit à la mort. À Kinshasa, vous avez aussi vu qu'un groupe de citoyens, un groupe de jeunes gens s'est permis de circuler dans certains quartiers de notre ville, se disant à la recherche des Rwandais. Que nous nous posons la question de savoir s'il y a une guerre entre les populations rwandaises et les populations congolaises. Non, il n'y a pas une guerre entre les populations rwandaises et les populations congolaises. C'est le gouvernement rwandais qui nous mène à nous, le peuple congolais, le gouvernement congolais, la guerre. Et donc, les citoyens congolais n'ont pas à se permettre de tomber dans les pièges nous tendus par Kagame et ses collaborateurs. Il faut l'appeler ainsi. Ils veulent faire quoi? Ils veulent faire voir au monde que oui, même si le Congo nous accuse d'avoir fait ceci ou cela sur son territoire, mais voilà, les Congolais ne veulent pas de Tutsis, parce qu'il faut le dire clairement. Et tomber dans ce piège en faisant ce que les autres sont tentés de faire. C'est comme ça que, au nom du gouvernement de la République, je m'adresse à tous les compatriotes pour que cela ne se répète plus. Ce qu'on a tenté de faire hier et aujourd'hui, que ça s'arrête. Je demande à cet effet, non seulement aux gouverneurs de province, mais aussi aux commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, à tous les responsables de services de renseignement et de sécurité, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que quiconque Congolais, libre, Congolais, membre d'un parti politique, Congolais, membre d'une association quelconque, ne puisse pas se permettre d'agir au nom et pour le compte de l'État. Personne, tout ce qui se passe là est inacceptable. Personne ne peut se permettre de poser ce genre d'actes-là. Et le gouvernement de la République condamne déjà ce genre d'actes posés hier à Kalima et à Kinshasa. Je demande au nom du gouvernement à ma collègue qui est le ministre d'État de la Justice de prendre toutes les dispositions pour que les magistrats soient mis dans les conditions de pouvoir recevoir quiconque sera arrêté par les services de renseignement, les services de la sécurité, la police nationale congolaise au sujet de tous ces comportements que je viens ici de décrire et de dénoncer. Je demande enfin aux membres des partis politiques, j'ai toujours commencé par le mien, l'UDPS, parce que les images qui sont passées aujourd'hui à Kinshasa, ceux qui se sont permis de parler, ceux qui se sont permis de circuler sur les rues de Kinshasa, se présentent comme les membres de l'UDPS. Dieu merci, j'ai suivi encore
un élément du président de force du progrès de l'UDPS qui a dénoncé cet acte-là en disant qu'ils sont infiltrés et que ce ne sont pas eux qui se sont permis de pouvoir faire ça, ce qui s'est passé ce matin à Kinshasa. Il lui dit, mais c'est héritier semble-t-il, il dit qu'il n'a jamais demandé à quiconque d'aller faire ce qu'ils ont fait. Donc je disais que je demandais à tous les partis politiques de pouvoir instruire leurs membres. Je demande à tous les partis politiques de dire à leurs membres qu'à partir d'aujourd'hui, personne n'a le droit de porter sur elle une tenue ou tout autre élément qui apparente à la tenue des militaires ou des policiers. Si cela se fait, messieurs les responsables des services de renseignement, messieurs les responsables de la police nationale congolaise et même de l'armée, vous voyez un citoyen à Kinshasa, à Goma, à Kasumbalesa, tel que je l'ai vu moi-même, à Lubumbashi, où l'UNAFEC ou la JUNAFEC et l'UDPS, avec ACO, sont en train de porter ce genre de tenue. Il faut l'arrêter, il faut les arrêter et les conduire devant la police, devant le parquet, pour qu'ils soient jugés et condamnés. C'est vraiment un appel que je lance à tous nos services de renseignement, à tous nos services de sécurité, pour que cette situation-là s'arrête. Parce que cette tenue met en insécurité tout citoyen congolais qui se retrouverait, même dans son quartier, dans un coin d'une avenue, et qui rencontre un monsieur portant une tenue semblable à celle de la police, et qui commence à l'arrêter. Vous pouvez vous imaginer ce qui peut arriver à cette maman, à cette fille, à ces garçons qu'on a envoyé aller nous acheter un peu du sucre au coin de la rue. Voilà pourquoi j'ai dit que tout cela doit s'arrêter. Avant que nous ne procédions à faire quoi que ce soit, les partis politiques sont appelés dès ce soir à faire observer cela à leurs membres. J'ajoute que pendant ce temps, pas de réunion des membres des partis politiques dans les rues. Vous avez des réunions à tenir. Allez dans les sièges de vos partis politiques. Plus question de se retrouver sous les arbres, en train de discuter, en train de porter, pendant que vous portez ce genre de tenues, d'habillement ou de bottines. Plus question de cela. Parce que nous ne pouvons pas accepter que des citoyens congolais mettent les autres en insécurité. Voilà le message que je voulais passer ce soir à travers la RTNC, dans l'espoir que tout le monde m'a suivi, dans l'espoir que tous les services vont faire ce que je venais de dire tout à l'heure. Je vous remercie très sincèrement. Merci. Voilà. Nous honneurs de suivre justement ce communiqué, cette communication du gouvernement, ce communiqué du gouvernement qui a été présenté par le ministre de l'Intérieur de la RDC. Monsieur l'ambassadeur, que pensez-vous de ce communiqué et surtout de la situation qui commençait à être un peu, qui dépassait un peu les autorités, parce qu'on voyait des manifestations un peu partout. On a vu des manifestations qui ont même voulu aller, j'ai vu des manifestations à la frontière avec le Rwanda, qui voulaient aller manifester carrément au Rwanda. Que pensez-vous de cette situation d'abord, et puis surtout de cette intervention du ministre de l'Intérieur, monsieur l'ambassadeur? La parole est à vous. J'ai suivi la présentation par le ministre de l'Intérieur de ce qu'il considère comme une mise en garde de la population congolaise. Avant cela, j'avais suivi aussi le discours plus explicite du docteur Denis Mukwege qui parlait en lingala et qui s'adressait vraiment à la population congolaise comme une sorte de grand frère lorsqu'il parlait aux jeunes Congolais. Lui, il a essayé de leur expliquer le danger qu'il y avait à s'en prendre à une communauté donnée de leur pays. Les deux adresses se complètent, les deux communications se complètent. Personnellement, évidemment, j'ai préféré la communication du docteur Mukwege
tout en sachant que le Premier ministre, ou plutôt le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, il récite une leçon apprise pratiquement. Ce n'est pas spontané ce qu'il dit, c'est vraiment une leçon apprise. Mais il a bien fait de le faire. Ceci dit, tout en condamnant les excès de certains jeunes Congolais qui s'en prennent effectivement aux Rwandais ou à tous ceux qui ressemblent à des Rwandais, puisqu'ils savent reconnaître un Rwandais d'un Congolais, avec beaucoup d'erreurs d'ailleurs au passage. Hein. Mais il faudrait peut-être que le ministre de l'Intérieur revienne pour adresser une mise en garde aussi à ceux des Congolais qui mettent un peu trop en avant leurs origines ethniques et qui se victimisent par trop, alors que tous les Congolais sont logés à la même enseigne, vous savez. Hein. Il n'y a pas une communauté qui soit supérieure à l'autre en termes de droits ou alors de menaces, non. Mais nous avons quand même, il faut le reconnaître aussi, certaines parties de la communauté rwandophone du Congo qui se victimisent par trop, alors qu'elles ont peut-être, elles sont bien représentées dans l'armée, dans l'administration, au sein même du gouvernement, au sein de l'Assemblée nationale, au-delà même de ce qu'elles représentent vraiment en termes de nombre, en termes numériques par rapport à la population totale de la RDC. Il faudra peut-être aussi adresser une mise en garde à ceux des Congolais qui provoquent le ras-le-bol, qui provoquent ces réactions extrêmes des autres Congolais. C'est tout ce que je voulais dire sur ce sujet. Sinon, effectivement, les Congolais, nous l'avions dit aussi lors de notre dernier entretien, les Congolais doivent éviter de tomber dans le piège de la vengeance, de la stigmatisation et de vengeance communautaire. Parce que c'est précisément ce que souhaite Paul Kagame. Ça ne déplaît pas à Paul Kagame de voir ces scènes à Goma, hein, des gens avec des machettes, ou alors à Kinshasa même. C'est loin de déplaire à Paul Kagame. Ça me rappelle aussi ce qui s'était passé pendant la guerre du Rwanda de 90 à 94. Le FPR faisait la fête lorsque des Rwandais s'entretuaient dans le pays, lorsqu'il y avait tous ces conflits entre les Hutus et les Tutsis. Le FPR applaudissait. S'il ne faisait même pas des choses supplémentaires pour essayer d'en rajouter. Donc, les Congolais, ils le savent maintenant. Il y a une personnalité morale qui s'appelle Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Et il y a un représentant de leur gouvernement qui a aussi dit la même chose. Faisons tous attention pour ne pas donner l'impression que nous préparons, c'est ce qu'on dira demain, ceux qui ont l'habitude de ce genre de raccourci. Ils vont dire qu'il y a eu une préparation de génocide contre les Tutsis ou contre les Congolais d'origine rwandaise. Il faut éviter absolument de tomber dans cette logique, de tomber dans ce piège, mais il faut rester vigilant. Parce que ce n'est pas parce qu'on est d'origine rwandaise ou Tutsi qu'on doit bénéficier de l'immunité. Lorsqu'on trahit son pays, on doit être poursuivi par les autorités et par la loi congolaise. Il ne faut pas toujours dire, voilà, je suis poursuivi parce que. Non, non. Tout le monde doit faire attention. Tout le monde doit respecter la souveraineté nationale. Tout le monde doit respecter les sentiments populaires lorsqu'ils sont basés sur des faits réels. Oui, justement, à ce sujet, j'ai vu, parce que vous avez évoqué un sujet vraiment sur lequel peut-être il faudrait un tout petit peu insister, sur le fait de provoquer, le fait de se victimiser, de se montrer victime, de se montrer stigmatisé, mais dans le but de manipuler les gens et puis pouvoir
justifier l'intervention. Nous avons assisté en 2015, rappelons-nous, où le FPR, le président Kagame, a tenu quand même un discours aussi très clair. Il disait qu'ils ne vont pas croiser les bras si jamais ils se rendent compte qu'au Burundi, il y a un génocide contre les Tutsis qui se déroulait. Alors que vous savez comment il passait par derrière pour inciter les Burundais à se rebeller contre le président Nkurunziza à ce moment-là. Évidemment, on va dire qu'ils avaient une petite raison parce que Nkurunziza briguait le troisième mandat, c'était un sujet et qu'il fallait vraiment peut-être en discuter, mais il voulait absolument qu'il y ait une explosion, qu'il y ait vraiment que les Hutus se dressent contre les Tutsis et qu'il y ait encore des massacres et qu'ils puissent vraiment intervenir ouvertement. À ce moment-là, malheureusement, ce projet a échoué, mais il a failli réussir, surtout avec le coup d'État qui a avorté à la dernière minute. Et nous savons d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui que ceux qui ont organisé ce coup d'État qui a raté sont au Rwanda pour le moment. Mais ce projet qui voulait justement inciter les Burundais à s'entretuer pour pouvoir venir arrêter ça, intervenir ouvertement maintenant et renverser le président Nkurunziza et puis mettre en place au Burundi un régime qui lui soit favorable. Mais malheureusement, au Burundi, ça a échoué. Mais vraiment, j'ai peur qu'en RDC, qu'il puisse y réussir parce qu'au Rwanda, nous avons eu des témoignages qui montrent que le FPR aussi, tout à l'heure, vous disiez que Programmé n'était pas très mécontent de voir les gens s'entretuer parce que il y en a même qui disent, qui vont jusqu'à affirmer qu'ils envoyaient même ce qu'on appelle des techniciens, c'est le terme qu'ils utilisaient, pour venir, j'allais dire, aider les Interahamwe dans leur sale besogne quand ils tuaient les Tutsis, pour pouvoir justement retourner et puis justifier son agression ou alors ses tueries, ces massacres dont on parlait tout à l'heure. Donc, en RDC aussi, on est entré, les voix s'élèvent disant qu'il y aurait certains infiltrés carrément, parce que tout à l'heure j'écoutais un témoignage des militaires qui ont été capturés et des militaires qui ont demandé asile en Ouganda. Ils donnaient leur témoignage à la BBC, en langue nationale au Kinyarwanda, qui disaient qu'ils sont là depuis 2018, 2019, qu'ils sont là et que... J'aimerais porter un petit correctif. Oui. L'audio dont vous parlez date de 2014. Non. Je les ai entendus aujourd'hui à la BBC. Laissez-moi vous expliquer. Oui. C'est une interview qui a été donnée à la BBC en 2014 parce que moi, j'ai approché les journalistes qui sont concernés, notamment celui qui présentait l'émission. Aujourd'hui même, à 18h30. J'ai consulté le journaliste qui dirigeait l'émission. D'abord, le journaliste qui a parlé directement à ces militaires rwandais, il ne travaille plus pour la BBC. C'est un audio qui date de 2014. Donc, il vaut mieux le dire à la radio pour que les gens... Pourquoi est-ce qu'il aurait remis aujourd'hui alors? J'ai pas vérifié. Reçu aujourd'hui, moi aussi. Mais moi... Non, ce n'est pas une que j'ai reçu. Moi, je l'ai en direct. Moi, j'ai contacté, si vous voulez, je peux vous la remettre, pour être sûr qu'on parle du même. C'est un audio qui commence par une phrase de Félin, c'est bien ça? Et qui passe la parole aux journalistes de la BBC sur place, qui parle à un membre de l'armée rwandaise et qui raconte qu'ils étaient 400 en Ouganda. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela, oui. Eh bien, ça date de 2014. C'est pour nos auditeurs, pour qu'il n'y ait pas confusion. Oui, quoi qu'il en soit, je ne dis pas que ce soit un fake, hein? Oui. Mais si déjà en 2014, des militaires rwandais en Ouganda disaient qu'ils venaient du front avec le M23, c'est tout de même qu'en ce moment-là, ils y étaient. Mais c'est pour ne pas confondre les époques. C'est important. De toute façon, même si ce sera se vérifier... Non, c'est Félin Gakwaya lui-même qui me l'a confirmé. Oui, justement, c'est là que j'allais dire. Même si c'était vrai, il y a d'autres preuves que nous avons pour le moment qu'il y a des voix qui s'élèvent et qui disent qu'il y aurait des infiltrés et qui pourraient même aller pousser les Congolais justement à s'entretuer. Ça, c'est pas vérifié par contre. Mais par contre, il y a des voix qui s'élèvent.
On peut le vérifier. Donc, ceci pour vous dire que, donc pour revenir à ma question, pour vous dire que il faudra vraiment faire attention pour que, tout à l'heure vous parlez de la victimisation, qu'il ne cite pas les gens, ce qu'on appelle un pyromane qui est en même temps pompier, vraiment que Kagame n'arrive pas à jouer ces deux rôles parce qu'il est très habile et il a été, on l'a constaté que ce soit au Rwanda, au Burundi, que j'ai évoqué tout à l'heure, nous avons les preuves sonores où il disait qu'il ne va pas rester les bras croisés. Même chez les Banyamulenge, quand on disait qu'ils allaient subir un génocide contre les Banyamulenge, il faudra vraiment que les Congolais refassent encore soit deux fois plus vigilants, qu'ils écoutent vraiment cette voix du prêtre de la paix, vraiment qui leur a parlé en lingala, justement. Je n'ai pas voulu mettre l'élément parce qu'il est en lingala, mais là que l'émission est en français, mais je veux vraiment insister pour que le Congolais ne tombe pas dans ce piège, parce que ce piège, il est multiface. Donc, il doit vraiment faire attention. C'était vraiment cet élément que je voulais relever tout simplement. Vous avez raison. Parlant du Burundi, d'ailleurs, vous avez totalement raison. Je rappelle tout simplement que la mention d'un génocide en cours ou potentiel a commencé à être faite en avril 2014 par le ministre d'alors, Madame Mushikiwabo. C'est elle qui avait lancé la première salve de critiques ou d'accusations contre le Burundi en avril 2014, un an avant le coup d'État. Après Louise Mushikiwabo, il y a eu le président Kagame lui-même. Donc, un an avant la tentative de coup d'État, le Rwanda accusait déjà le Burundi de préparer un génocide contre les Tutsis. La chance que nous avons eue. Bon, tout à l'heure, vous vous êtes trompé en disant malheureusement, ça n'a pas réussi. En fait, c'est heureusement. Le coup d'État a échoué. Oui, malheureusement pour eux, heureusement pour justement ceux qui veulent la paix, mais malheureusement pour eux, heureusement je devais ajouter pour eux. Malheureusement voilà. Pour eux, mais pour nous, c'est heureusement. Et donc, effectivement, Kagame a échoué en ce qui concerne le Burundi. C'est pourquoi il a voulu créer le raid Tabara, justement. S'agissant de la victimisation, je voudrais rappeler aussi une image que j'ai vue de Ruberwa. Ruberwa, qui est quand même une grande personnalité de la République, un originaire de Mulenge, dit-il, même si les Congolais pensent qu'il est rwandais plutôt, enfin, ce n'est pas notre affaire. C'est lui qui a aussi commencé à parler de persécution des Tutsis, il y a 2 semaines de cela. Moi, je pense que ces gens-là, ces personnalités d'origine rwandaise ou Tutsi devraient faire attention. Parce que ces déclarations, c'est de la provocation en fait. C'est de la provocation à l'égard des populations congolaises de l'Est qui souffrent des attaques du M23. Le M23 lui-même qui revendique défendre les Tutsis. Si j'en crois les déclarations du major d'origine congolaise, qui est le porte-parole du M23, ces gens aussi devraient arrêter de toujours dire qu'ils se battent pour la défense des droits des Tutsis. Parce que quand vous faites ce genre de déclaration, les autres populations locales, les Bahoundés, les Banandés, les Bashi et les autres, ils vont dire, mais nous qui nous défendons alors? Parce que le M23 nous massacre, le Rwanda plutôt, en utilisant le M23, et le gouvernement ne nous défend pas. Donc, ils vont créer leur milice ou leur mouvement armé. C'est à ces questions qu'il faut s'adresser. En fait, le gouvernement congolais doit aussi s'adresser à ces gens. S'ils défendent l'intérêt national, s'ils ont des doléances, qu'ils les expriment. Mais quand ils les expriment au nom d'une composante qui n'est pas nationale, qui est communautaire, c'est tout à fait, j'allais dire, logique que les autres communautés qui ne sont pas concernées par cette guerre-là, ou plutôt qui en sont victimes, c'est tout à fait normal qu'elles pointent du doigt les membres de cette communauté
qui ont pris les armes, soi-disant pour défendre leurs intérêts, mais en fait qui, au passage, massacrent les populations locales. C'est une réaction tout à fait humaine. Je ne défends pas ceux qui s'en prennent aux passants sur base du faciès. Non, non. Mais il y a de la provocation dans l'autre camp aussi. Donc, le ministre de l'Intérieur devrait prendre son courage en main et le dire. Le gouvernement congolais devrait le dire aussi. Mettre en garde ces communautés qui prennent les armes, soi-disant pour défendre leurs intérêts, que leurs intérêts, aux dépens des intérêts nationaux. C'est mon avis, et c'est l'avis que je donne aux Congolais de bonne foi et de bonne volonté qui souhaitent que cette guerre s'arrête. D'ailleurs, le docteur Mukwege a semblé le dire aussi, avec plus de diplomatie certainement. Justement, en parlant que cette guerre s'arrête, mais on voit pas, on ne voit vraiment pas qu'elle est prête de s'arrêter parce que au moment où nous parlons justement, même si les FARDC ont dit qu'ils ont libéré Bunagana, la ville de Bunagana, ce dimanche, ce lundi, mais le gouverneur du province du Nord Kivu continue à affirmer que le secteur de Bunagana est toujours sous occupation du M23 avec qui est soutenu par le Rwanda. Je vais d'ailleurs vous partager le communiqué que le gouverneur de la province du Nord Kivu a publié hier, lundi. Il dit, communiqué officiel, le gouvernement provincial du Nord Kivu informe les opérateurs économiques, les commissionnaires en douane et les commerçants qu'il est strictement interdit jusqu'à nouvel ordre de procéder à l'importation et à l'exportation des marchandises via le poste frontalier de Bunagana, qui est sous occupation des terroristes du M23 et leurs alliés rwandais. En conséquence, toute personne dont la marchandise, de quelle nature que ce soit, entrerait par ce poste frontalier sera considérée comme fraudeur, collaborateur de l'ennemi et subira la rigueur de la loi. Le gouvernement provincial du Nord Kivu demande aux services œuvrant aux frontières de prendre contact avec leurs homologues de services ougandais afin de faciliter l'exécution de la présente mesure en attendant les dispositions du pouvoir central. Les effets de la présente mesure cesseront d'office dès la reprise de Bunagana par les FARDC qui sont en pied d'œuvre pour restaurer incessamment l'intégrité territoriale et l'autorité de l'État. Donc, c'était fait à Goma hier, le 20 juin 2022. Ça a été signé par le lieutenant général Ndima Kongba Constant. Donc, vous voyez que, justement, même suivant les informations que nous avons tout à l'heure suivies à la BBC, justement, et aux différents médias d'ailleurs, on constate que la guerre continue. Et pendant ce moment, hier, justement, au moment où le gouverneur du Nord Kivu donnait son communiqué, il se tenait à Nairobi, un sommet que j'ai mentionné tout à l'heure, un sommet qui a réuni tous les chefs d'État, en fait, tous les présidents de la communauté de l'Afrique de l'Est, de la communauté économique de l'Afrique de l'Est, notamment, c'était sous la direction du président Uhuru Kenyatta. Il y avait aussi le président Nkurunziza, pas Nkurunziza, c'est son successeur, le président Ndayishimiye du Burundi, le président Paul Kagame du Rwanda, le président Tshisekedi du Congo, parce que vous savez que récemment, la RDC vient d'intégrer la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Est. Il y avait le président ougandais, Yoweri Museveni, il y avait aussi le président Kiir du Sud-Soudan. Et la seule qui n'était pas là, c'était la présidente de la Tanzanie qui était absente, mais tous les autres présidents étaient là. Et ils ont notamment décidé la mise en place d'un contingent qui doit être vraiment déployé immédiatement pour assurer la paix en RDC. On dit que cette force va travailler en tandem avec les FARDC. Alors, ils ont dit que c'est vraiment ces chefs d'État ont décidé ça ce lundi, mais le Rwanda n'a pas été pointé officiellement, n'a pas été accusé officiellement comme soutenant le M23, mais il n'est pas aussi concerné
par la mise en place de son contingent. Donc, il est d'office exclu de son contingent. Donc, en termes de diplomatie, on va seulement essayer d'expliquer ça, de traduire ça en langage courant, parce que le fait de ne pas pointer le Rwanda comme agresseur, mais de ne pas non plus le mettre dans son contingent, alors que son contingent, justement, il a reçu le mandat de soutenir les FARDC. Donc, en termes vous allez nous aider vraiment à y voir plus clair, monsieur l'ambassadeur. Donc, suivant la situation qui évolue, qui prévaut maintenant en RDC, et suivant comment elle est gérée par la région, notamment la région de la communauté économique des États d'Afrique de l'Est, j'aimerais quand même voir votre interprétation de tous ces événements, tout en n'oubliant pas non plus qu'il y a le SADC qui est là, mais pour le moment, on n'en parle pas, on parle de la IAC. Je voudrais vraiment vous donner la parole pour essayer de nous expliquer un peu plus clairement en langage et compréhensible, monsieur l'ambassadeur. Je vais commencer par où vous avez fini. Vous avez dit affirmé que le Rwanda était d'office exclu. Ce n'est pas le cas dans le communiqué final, hein, on ne le dit pas. C'est le président Tshisekedi qui a sorti un tweet, je pense, pour dire aux Congolais, hein, en réalité, c'est sa communication personnelle, pour dire aux Congolais… Et on verrait mal quand même le Rwanda faire partie d'un contingent qui va aider les FARDC, alors qu'il est ouvertement accusé par la RDC de soutenir, d'aller arrêter justement je combattre lui-même. Je parle de ce qui est écrit dans le communiqué. On ne parle pas du Rwanda. C'est le président Tshisekedi qui a clarifié les affaires par un tweet. Mais dans le communiqué que l'on peut lire ou interpréter à sa guise, hein, vous dites ce serait étonnant, hein, mais bon, il y en a d'autres qui disent c'est anormal que le Rwanda, qui n'est pas concerné par cette guerre, dirait-il, à Kigali en tout cas, que ce n'est pas normal que le Rwanda ne participe pas à la paix dans un pays frère, voisin. C'est ce qu'ils vont vous dire à Kigali. Mais comme vous dites, effectivement, le Rwanda n'est pas censé participer à cette force de paix. Au-delà de ça, je ne vois rien d'autre dans ce communiqué. Pour moi, je l'ai lu très, très vite, mais je n'ai pas trouvé ce que l'on pourrait trouver dans un communiqué normal qui dit les choses comme elles sont. Il n'y a rien dans ce communiqué. C'est juste signaler qu'il y aura une force composée des États de la région pour aider le Congo à retrouver la paix et la sécurité. Oui, effectivement, même ce qui est encore plus étonnant, si je peux utiliser ce mot, c'est que même le titre du communiqué lui-même, on dit que le Rwanda et la RDC autorisent le déploiement d'une force pour assurer la sécurité, la paix en RDC. Donc, c'est comme si le Rwanda et la RDC, les deux, donc on ne sait pas à quel jeu ils jouent. C'est à vous, justement, le grand diplomate, de nous expliquer, justement, ce qui se passe réellement, monsieur l'ambassadeur. Oui, mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le Rwanda, en quoi le Rwanda doit, avec la RDC, autoriser l'intervention de troupes étrangères sur le territoire de la RDC? Si le Rwanda a été prié de participer aux côtés de la République démocratique du Congo, moi je pense que quand j'ai lu le titre, moi, c'est pas ce que j'ai vu, c'est the Third Heads of State Conclave on the Democratic Republic of Congo. Je n'avais pas bien compris que le Rwanda avait participé à donner une quelconque autorisation, excusez-moi. C'est pas comme ça que je l'avais compris. Ça se trouve dans quel paragraphe éventuellement, pour que les auditeurs ne soient pas induits en erreur? Oui, je vais vous montrer, je vais d'abord vous partager, je l'ai devant moi. Je vais vous partager ça tout de suite, d'ailleurs, comme ça vous verrez la signature de ce communiqué, c'est plus facile parce que Radio Rumuri ne dit rien sans qu'il y ait les sources. Donc voilà, le titre dit « Le Rwanda et la RDC autorisent le déploiement des forces pour assurer la paix ». Voilà le communiqué qui est là.
Et on voit d'ailleurs les différents présidents, justement, dont j'ai énuméré, qui signent. Nous voyons ici, je vais essayer d'agrandir un tout petit peu peut-être, mais nous voyons ici le président Neva, donc Evariste Ndayishimiye. Nous voyons aussi le président Yoweri Museveni. Nous voyons là le président Paul Kagame. Et nous avons ici le président Tshisekedi. Sur une autre image, j'ai entrevu le président du Sud-Soudan. Donc, celui qu'on ne voit pas, c'est celle qu'on ne voit pas, c'est juste la présidente de la Tanzanie. Mais on voit justement ici que le Rwanda n'a pas été pointé comme agresseur, mais ne sera pas aligné directement dans l'opération. C'est ça que je voulais souligner justement. Non, Célestin, ce que moi je voulais dire, c'est que, oui. Parce que j'ai le communiqué original en anglais, ce n'est pas le titre de ce communiqué. Ça, c'est l'interprétation de info de ces journalistes, mais ce n'est pas le communiqué lui-même. C'est là qu'on doit faire attention. Je ne sais pas si vous avez le communiqué intégral. À moins que vous me l'envoyez, mais je ne l'ai pas pour le moment. On peut le voir. Mais à toi, quoi qu'il en soit, j'aimerais quand même que vous disiez justement ce que vous pensiez de comment on peut interpréter tout ça, en fait. C'est ça que j'aimerais vraiment qu'on comprenne. Comment celui qui est censé agresser le pays est d'abord associé à la réunion pour essayer de mettre en place une force qui va arrêter et celui qui agresse le pays, alors que lui-même il est accusé d'agresser le pays. C'est ça, cette double face, ce double jeu qui me semble joué par le président Kagame. C'est un journaliste qui l'écrit, mais ce n'est pas ce qui est dans le communiqué en version anglaise. Moi, je n'ai pas vu cette formule. En revanche, effectivement, on peut se poser beaucoup de questions sur des choses qui auraient pu figurer dans le communiqué, mais qui n'y sont pas. Parce que, par exemple, on ne parle pas du M23. On ne parle pas du rôle du Rwanda dans ce communiqué. C'est un communiqué tellement général qu'on peut fourrer tout comme on veut. C'est pourquoi peut-être le président Tshisekedi a été obligé de corriger et de confirmer que le Rwanda ne sera pas dans la force régionale. Autrement, tout est laissé au hasard et à la volonté de qui que ce soit. Le président Kagame aurait pu sortir un tweet aussi en disant « le Rwanda va y participer ». Moi, ce qui m'a étonné avec un ami qui m'a aidé à analyser ce communiqué, c'est que c'est vrai que le président Kagame, au départ, on avait pensé qu'il ne serait pas à Nairobi, mais il a été là, il a été présent, sans doute sous pression des chefs d'État de la région. Tout ce qui devait être signé a été signé, mais on n'a pas parlé des agresseurs. Qui est l'agresseur? Quel est le rôle du M23? Quel est le rôle du Rwanda? Est-ce que le Rwanda est l'agresseur et le supporter du M23 comme le président Tshisekedi l'avait demandé à Nairobi? Comme il l'affirmait, on n'a pas retenu ça. Le M23 n'a pas été considéré comme un mouvement terroriste. En plus, lorsque vous lisez bien le communiqué, justement, ils disent que les personnes qui sont opposées dans cette guerre doivent se retirer de leur position. Ça rappelle ce qui avait été retenu lors des négociations entre le gouvernement rwandais et le FPR. Rappelez-vous, lorsque le FPR avait avancé, qu'il avait pris un peu plus de territoire et qu'on lui avait ordonné de reculer, de reprendre sa position ex ante. Oui, justement, en fait, ce que ça vous coupait la parole, en fait, c'était vraiment que vous nous expliquiez encore plus, c'est que nous qui étions assez âgés, qui comprenions ce qui se passait, qui comprenons maintenant ce qui se passe, ce qui se jouait dans les années 91, 92, c'est ça vraiment que nous devons servir d'exemple, essayer d'expliquer aux Congolais qui mais eux aussi, ils ont joué le même jeu dans les années 96 aussi. On ne veut pas dire qu'ils seront surpris de cette utilisation de soi-disant négociations, signer des accords, alors que sur le terrain, il n'y a rien qui se passe. C'est justement le changement de la stratégie politico-militaire. Donc vraiment, il faut essayer de comprendre ce qui se joue réellement
Parce que ce communiqué qui a été signé à Nairobi, à mon avis, je ne sais pas s'il va servir à quelque chose, moi, à changer quelque chose. À moins que vous ayez une autre vision, monsieur l'ambassadeur. J'ai une vision plutôt critique et un sentiment d'incompréhension. Au point 6 de ce communiqué, je vais lire en anglais, vous connaissez l'anglais, vous allez peut-être traduire pour nos auditeurs. Ils disent « The heads of state directed that an immediate ceasefire should be enforced ». C'est-à-dire que les chefs d'État ont décidé d'un cessez-le-feu immédiat qui doit être renforcé. And cessation of hostilities should commence immediately. Et les hostilités devraient cesser immédiatement, including withdrawal from recently taken positions. Donc, se retirer immédiatement la cessation des hostilités et cela inclut le retrait des lieux tenus récemment. Par qui? Alors, il continue. In doing so, the political process should be intensified by all parties in order to allow the citizens of DRC feel safe and secure and be able to pick up and continue their respective social, cultural, and economic activities. Vous comprenez? Donc, ils disent que cela va permettre la poursuite du processus politique pour permettre aux citoyens congolais de se sentir sécurisés et qu'ils soient capables de continuer leur vie sociale respective, culturelle et leurs activités économiques. Selon moi, ce communiqué met sur le même pied d'égalité la République démocratique du Congo, État souverain, et le M23 ou le Rwanda sur le territoire de la République démocratique du Congo. C'est comme si le M23 était tout d'un coup élevé à un statut de belligérant avec le Congo. C'est quand même grave. Il faut vraiment que cela soit dit, qu'on nous explique ce que ça veut dire exactement. Est-ce que le M23 est devenu une force belligérante officiellement acceptée et qui jouit du même rang que le gouvernement congolais, l'État congolais? Si le M23, supposons, a par exemple acquis des nouveaux territoires dans cette région-là, et si le Congo les a récupérés en chassant le M23, on suggère que les troupes des FARDC doivent se retirer pour permettre au M23 de reprendre ce qu'il avait acquis avant la signature de cet accord, de ce communiqué. C'est très, très grave. J'espère vraiment que les autorités congolaises ont bien lu ce communiqué avant de le signer. Ça rappelle de très mauvais souvenirs. Ça rappelle de très mauvais souvenirs. On est en train de légitimer le M23 et les autres mouvements rebelles. Ce communiqué ne met pas en exergue le rôle principal de l'État congolais qui doit rétablir la paix et la sécurité et protéger la souveraineté de son territoire, de sa nation. Ça manque énormément dans ce communiqué. C'est ma lecture à moi et je souhaiterais que les Congolais relisent ce communiqué. Il ne suffit pas de faire entrer des troupes de la région qui ne comprendront pas, qui ne savent, le président Kenyatta ne sera pas sur le terrain, il y aura des militaires, probablement des civils aussi, mais qui viendront avec une feuille de route établie dans ce communiqué. Et ils vont commencer à dire non, 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 monsieur le gouverneur du Nord Kivu par exemple, ils vont lui dire non, 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 il ne faut pas toucher au M23. Ils gardent les positions acquises. Ce qui serait catastrophique pour la RDC et pour la souveraineté de ce pays. Je pense que cela mérite d'être amélioré très vite pour ne pas justement laisser les situations
injuste s'établir définitivement et durablement. On ne peut pas accepter que le M23 considéré comme le bras droit de Kigali en RDC. On ne peut pas permettre que ce mouvement soit installé sur un fauteuil à côté du président Tshisekedi, à côté des autorités locales, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu ou de l'Ituri, pour les autres groupes rebelles. Ce sera, comme disait l'autre, la chienlit dans ce pays. C'est pourquoi moi je suis d'accord, hein, ce n'est pas que je prenne une position, et je partage la lecture de la Lucha, la société civile congolaise, qui est surtout installée dans le Nord Kivu, mais aussi à Kinshasa et ailleurs. Eux, ils n'ont pas applaudi des deux mains pour se communiquer, parce qu'ils ont compris les enjeux. Ce sont des gens, des jeunes qui vivent sur place, qui savent ce que ça veut dire de garder les positions acquises. Alors que le Congo parlait d'invasion, d'occupation, on lui demande maintenant de ne pas toucher aux positions acquises par le M23. Vous comprenez pourquoi peut-être le président Kagame a mis le paquet ces derniers temps pour que le M23 prenne le plus de terrain possible, le plus de territoire possible. Et on est en train de légitimer ces criminels. Ce sont des criminels. Makenga, qui dirige ce mouvement, est considéré comme un terroriste depuis longtemps, depuis 2013 déjà. Je parle comme un citoyen originaire de la région des Grands Lacs sur qui ce conflit a des conséquences directes. Ouais. Oui, je vous comprends tout à fait, monsieur l'ambassadeur. Et d'ailleurs, je vous remercie de son nouvel éclaircissement que vous apportez. Parce que c'est ça, c'est cette lecture justement qu'on voudrait faire voir, faire montrer, vraiment pointer du doigt et vraiment soulever et montrer, mettre en exergue pour que les auditeurs de Radio Urumuri ou qui nous suivent en vision, qu'ils puissent vraiment comprendre ce qui se cache derrière tous ces sommets qui... Parce qu'à certains, on avait dit que Kagame n'a pas été le bienvenu à Nairobi alors qu'il était là. Tout ça, d'ailleurs, ça peut même nous faire penser, la raison pour laquelle la Tanzanie n'a pas voulu y participer, moi, ça c'est mon point de vue. Il se rend compte que c'est un genre de perte de temps, de temporisation. Tout à l'heure, vous parliez de la fin du Chogam. À mon avis, je pense qu'à la fin de ce sommet du Commonwealth, ça va chauffer encore dans cette région, monsieur l'ambassadeur. J'aimerais justement en profiter pour vous passer vraiment les mots de conclusion pour les deux thèmes que nous avons abordés aujourd'hui, parce que ce sont les deux thèmes qui sont imbriqués l'un dans l'autre, parce qu'il en va, tout à l'heure vous l'avez bien souligné, il en va de l'intérêt de l'Empire britannique, de l'Empire anglo-saxon d'ailleurs. Tout à l'heure vous aviez parlé des États-Unis, mais qui parle de la Grande-Bretagne, parle des États-Unis. Pour le moment, franchement, l'intérêt anglo-saxon ou de l'Occident est en train vraiment de prendre de l'ampleur, de prendre de la place et plus ouvertement dans cette région, monsieur l'ambassadeur. Et je crains fort que la sécurité vraiment de la RDC ne soit pas pour demain, monsieur l'ambassadeur. Je vais vous passer quand même la parole pour un petit mot de clôture de notre émission. Ou alors si vous aviez un autre point à soulever, la parole est à vous, monsieur l'ambassadeur. Bon, juste un élément pour corroborer ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au communiqué lu par le ministre de l'Intérieur du Congo. Dans le communiqué de Nairobi, on est un peu plus équilibré parce qu'ils disent, au point 8 de ce communiqué, ils disent, je vais lire en anglais parce que c'est l'original, hein, The heads of state also emphasized that all offensive language, hate speech, threats of genocide, and other politically inciting language must cease and must be discouraged by all parties, and that the people of the DRC must be encouraged to work together in order to stabilize the Eastern DRC for it to prosper. Alors là, ils sont plus
plus complet. Parce qu'en fait, il demande à toutes les parties de faire attention au langage pouvant inciter à la haine, à une menace de génocide et d'autres langages politiques pouvant inciter les partis à s'entretuer justement. Là, on parle des deux partis. Le ministre congolais, lui, s'est adressé à la population congolaise. J'aimerais que de l'autre partie, on parle aussi. Le M23, par exemple, devrait prendre la parole s'il est considéré comme une partie à ce conflit. Ou alors le Rwanda, qui est considéré tout de même comme partie prenante à ce conflit, devrait demander au M23 de s'abstenir de parler de défendre les intérêts des Tutsis, parce que ça aussi, disons par abstention, c'est une façon de faire du communautarisme négatif dans un pays qui se veut unitaire et solidaire. S'ils doivent défendre les intérêts de la population, du peuple congolais, qu'ils le fassent ouvertement pour tout le monde, pas pour une seule communauté. Donc, je pense que le point 8 du communiqué de Nairobi est mesuré et plus équilibré que la déclaration du ministre de l'Intérieur congolais. Ce paragraphe, d'ailleurs, m'a rappelé une chose en écoutant ce que le président Museveni a dit. Parce que Museveni est très content de la réunion de Nairobi. Il a envoyé des conseils à toutes les parties. Abstenez-vous, ceci, cela. Mais il n'a pas dit un mot sur les tweets de son fils, qui est quand même le chef d'état-major de l'armée de terre ougandaise. Et à partir de là, on peut se poser une seule question. Est-ce que l'Ouganda, lui, méritait de faire partie de cette force régionale? Lorsqu'on sait que l'armée de terre, celle qui interviendra précisément aux côtés des armées kenyanes, soudanaises, tanzaniennes éventuellement, burundaises, cette armée ougandaise est sous l'autorité du général Muhoozi, celui-là même qui a soutenu ouvertement et publiquement le M23. Est-ce que cette armée sera neutre? Est-ce que la question a été posée à Nairobi? Je suppose que le président Tshisekedi a dû le dire à ses homologues. Est-ce qu'il ne fallait pas prendre quand même quelques mesures pour éviter un mélange des genres? Le général Kainerugaba Muhoozi, qui dit ouvertement qu'il soutient le M23, qu'il soutient le rôle de Kagame en RDC et qu'il est prêt à intervenir aux côtés de Kagame contre la RDC et contre les Bantous de la région, est-ce qu'il est normal qu'on laisse l'armée ougandaise participer à cette force? C'est une question que je pose. Personnellement, si on devait me demander d'y répondre en tant que ressortissant de la région, congolais de cœur, rwandais de naissance et citoyen du monde, et pour la paix dans la région, je répondrais qu'on devrait s'abstenir d'inclure l'armée de Kainerugaba Muhoozi dans ce processus de paix, parce qu'il a déclaré qu'il prenait parti ouvertement pour le M23. C'est par là que je voulais terminer. Célestin, au-delà de ça, évidemment, j'appelle les peuples de la région à doubler d'efforts pour éviter des conflits inutiles, pour construire une paix tout à fait que mérite notre région, une paix durable entre frères et sœurs d'une région que nous, qu'on le veuille ou non, nous allons continuer à la partager jusqu'à la fin des temps. Le Rwanda, le Congo, le Burundi, l'Ouganda et les autres ne vont jamais se séparer. Ils sont là, oui, Dieu les a mis. Les populations de ces pays ont avantage à rester en bonne entente. C'est sur ces paroles que je préfère aujourd'hui terminer cette émission. Il se fait un peu tard. Je m'excuse d'ailleurs aussi auprès de nos auditeurs parce que j'avais
une autre tâche, je vous l'avais signalé. C'est pourquoi je suis arrivé aujourd'hui après 20 heures. Voilà. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, de tous ces éclaircissements que vous nous apportiez. Et d'ailleurs, je dois souligner que tout à l'heure, vous venez de clôturer sur l'entente et la compréhension et on va dire la paix dans cette région. Mais je viens de voir, justement, c'est un sujet qui est, puisqu'il est très volatile, c'est un sujet vraiment qui évolue de minute à minute. Et si par exemple, je viens de voir des informations qui viennent de tomber, comme quoi les militaires congolais n'accepteraient pas, auraient dit qu'ils ne vont pas accepter une autre force de l'Afrique de l'Est qui viendrait les aider à combattre le M23 ou le Rwanda et l'Ouganda, parce qu'ils pensent que eux seuls, donc c'est elles seules, les forces armées congolaises, qui doivent assurer, comme vous l'aviez dit tout à l'heure d'ailleurs, la souveraineté de la RDC, qui n'ont plus besoin de forces. Surtout qu'à mon avis, ils doivent avoir flairé quelque chose qui ne va pas. Surtout, n'oublions pas qu'il y a aussi d'autres forces qui sont là. Il y a la MONUSCO qui est là, mais qui jusqu'à maintenant ne fait rien. Visiblement ne fait rien, à part qu'on a dit qu'il aurait soutenu la FARDC. Mais donc, si on doit encore ramener d'autres forces encore, qui vont encore ramener la confusion au niveau de cette région, on ne s'en sortira pas. Donc, je vais vous dire une chose, Célestin, excusez-moi. Oui, oui. Tout à l'heure, je n'ai pas voulu intervenir là-dessus quand vous parlez de Bunagana. Oui. Là, le gouverneur du Nord Kivu reconnaît d'une façon diplomatique, même de la part d'un militaire, reconnaît que Bunagana, pardon, en tout cas au niveau du poste frontalier, est encore occupé par le M23. Alors que le Oui. reste de la ville est occupé Il a par reconnu d'ailleurs ouvertement, hein, il a reconnu. Oui, oui. Mais ce n'est pas toute la ville en fait. C'est ça qui est étrange. C'est là que se trouve le poste frontalier congolais en face de celui ougandais. C'est là que le M23 est intouchable parce qu'il est adossé à un mur qui le soutient. Et ce mur, c'est l'Ouganda. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, tout ça est clair. Les Congolais ne sont pas des dupes comme on le pense. Hein. En plus, l'Ouganda a déjà des forces en RDC qui sont présentes en RDC. On n'a pas dit un mot sur ce que devenaient ces forces. Les militaires ougandais aujourd'hui présents en RDC deviennent quoi? Oui. Je me rappelle que lors de l'émission de la semaine passée, nous avions parlé du cheval de Troie. Exactement. Est-ce qu'ils vont rester en Ituri ou ailleurs pour soi-disant combattre les ADF? Est-ce qu'ils vont se joindre? Donc, il y aura un dédoublement ougandais dans cette région du Congo. D'une part, ceux qui sont venus combattre les ADF et de l'autre, ceux qui feront partie de la force de l'EAC. Autre chose quand même, autre chose parce que le Kenya a déjà des forces, une force militaire présente au Congo, à travers la MONUSCO, la Tanzanie aussi d'ailleurs. Eh bien, tous ces pays-là, qu'est-ce qu'ils vont faire des militaires déjà présents? Est-ce qu'il n'y aura pas un trop-plein de Kenyans au Congo, un trop-plein de Tanzaniens, un trop-plein d'Ougandais face à quelques militaires de FARDC? Est-ce que le Congo va pouvoir contrôler son territoire avec l'arrivée de ces forces venues de l'Est? Est-ce que l'Ouganda de Kainerugaba Muhoozi ne va pas inclure des soldats rwandais dans son contingent de l'EAC? Tout à l'heure, vous parliez de l'audio que j'ai qualifié de fake. Ce n'est pas un fake. C'est une information vraie de 2014 qu'on a peut-être voulu nous ramener aujourd'hui, qui traduit une certaine réalité. Donc, posons-nous toutes ces questions. Moi, je suis d'avis que si les militaires congolais ont déclaré effectivement qu'ils ne veulent pas d'éléments étrangers, moi, je serais d'avis qu'ils ont raison, d'autant que la Lucha, qui est une organisation de la société civile, a un poids énorme dans cette région. Moi, je serais d'avis que la Lucha doit être consultée, enfin, la Lucha et les autres organisations de la société civile, avant tout engagement sur cette zone-là, parce qu'il s'agit de la vie et de la sécurité, de la tranquillité des populations de cette région. Elles doivent être prises en compte
et doivent être consultés avant de décider quoi que ce soit. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?